Croyez-vous au destin? Comment Dieu cache les plus grands talents dans les endroits les plus inattendus? Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire d'une femme qui nettoyait les couloirs vides d'une gare parisienne, jusqu'à ce qu'un simple geste, accompli en silence, change à jamais le cours de sa vie. Ce qui devait être une matinée ordinaire a fini par révéler quelque chose d'inattendu. Derrière cet uniforme et ses gants en caoutchouc se cachait un véritable génie, bien en vue. Et c'est là, parmi les poubelles et les sols mouillés, que Dieu a montré que nul n'est invisible à ses yeux. Si vous vous êtes déjà senti oublié, discrédité ou petit, cette histoire vous prouvera que tout peut changer en un jour. Mais attention, ce qui s'est passé à cette station n'était pas dû à la chance, mais à une volonté. Et si vous persévérez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi. Avant de continuer, j'ai une question. Beaucoup de gens regardent les vidéos de cette chaîne, sont émus, veulent transformer, mais oublient de s'abonner. Alors, abonnez-vous maintenant, activez la cloche, car chaque semaine, nous vous proposons des histoires vraies comme celle-ci, qui touchent profondément l'âme et montrent que l'impossible n'est que le début du miracle. L'histoire de Fatou a commencé comme tant d'autres que le monde s'obstine à ignorer. C'était l'hiver à Paris, en janvier 2022, quand tout est arrivé, et le froid était si glacial qu'il vous coupait le visage comme un rasoir. À ce moment-là, Fatou travaillait déjà comme femme de ménage à la gare du Nord, la gare la plus fréquentée d'Europe, depuis près de 2 ans. Elle travaillait de nuit, commençant à 22 heures et jusqu'au dernier train, c'est-à-dire presque toujours jusqu'à l'aube. Elle avait 38 ans, 2 jeunes enfants qu'elle laissait dormir dans son petit appartement de Saint-Denis et un passé qu'elle préférait taire. La plupart de ses collègues la prenaient pour une immigrée comme les autres, tentant de survivre. Personne n'était au courant pour le carnet caché dans son sac à dos, ni pour les calculs qu'elle effectuait avec son doigt taché d'eau de javel au dos d'un carton d'emballage abandonné. Fatou ne parlait pas beaucoup. Petite, toujours blottie dans son manteau gris à capuche doublée et ses épais gants qui lui couvraient les poignets, elle avait des manières calmes et désinvoltes, comme si elle faisait toujours des calculs de tête. Et c'était exactement ce qu'elle faisait. Dans les pauses entre 2 allées, en attendant que la cireuse se recharge ou que le superviseur lui tourne le dos, elle sortait son petit carnet bleu et notait les horaires, les temps d'arrêt moyens, les schémas de retard. Elle avait commencé à le faire dès son 2e mois de travail, après avoir remarqué que certains trains étaient toujours en retard aux mêmes heures, pour les mêmes destinations. Elle ne savait pas pourquoi, mais son esprit établissait des liens, trouvait une logique dans ce chaos, ce qui n'était au départ qu'une curiosité se transforma en obsession. Et ce jour-là, quelque chose en elle lui disait qu'elle était prête à tester une idée. Elle était loin de se douter que sa vie allait basculer. Ce soir-là, Fatou arriva à la gare avec une étrange sensation au cœur, comme si quelque chose allait se produire. Le ciel était lourd et couvert, et l'odeur du sol mouillé sur le quai semblait plus forte que d'habitude. Elle franchit le tourniquet des employés, prit son badge et se rendit directement au vestiaire, où elle enfila ses vêtements de travail. Personne ne la remarqua comme d'habitude. Elle était presque un fantôme parmi les autres, qui riaient aux éclats et parlaient de football ou des plaintes des passagers. Mais Fatou ne pensait qu'aux données qu'elle avait accumulées au cours des 4 derniers mois. Elle avait dressé une sorte de carte mentale des retards à la gare du Nord, utilisant des schémas dont personne n'avait imaginé l'existence. Ce matin-là, elle allait tester ce qu'elle appelait discrètement l'hypothèse du chevauchement caché. C'était le nom qu'elle avait inventé elle-même. Personne n'en avait jamais entendu parler, pas même les ingénieurs. Elle savait exactement quand le moment était venu. Chaque jour, vers 2h40 du matin, les voies étaient reconfigurées manuellement pour l'entretien et le nettoyage. Pendant ce temps, les retards s'accumulaient souvent, les opérateurs donnant la priorité aux trains de marchandises, tandis que les trains régionaux finissaient par être déplacés à la hâte. Fatou, avec sa méticulosité, avait mémorisé l'horaire interne des trains et savait par cœur lesquels seraient concernés. Ce matin-là, alors qu'elle nettoyait les couloirs de l'aile sud,
Elle remarqua que le panneau de commande d'une des zones de soutien était déverrouillé, laissé ouvert par un employé distrait. Il n'y avait personne aux alentours. Elle fixa l'écran quelques secondes, puis prit une décision qui, sans le savoir, allait tout changer. Elle entra discrètement, prit une grande inspiration et réorganisa l'ordre de priorité de 3 trains en retard. Tout cela selon ses propres calculs. Puis, elle retourna au seau de nettoyage comme si de rien n'était. Son cœur battait si fort qu'il semblait vibrer dans ses oreilles. Vers 3h20 du matin, un événement curieux se produisit. Un groupe d'opérateurs, en surveillance à distance, commença à parler à la radio d'un miracle logistique survenu côté sud. 3 trains, pourtant prévus avec un retard important, réussirent à partir dans les délais impartis, sans aucun blocage ni déroutement. Le trafic se fit fluide, presque comme si quelqu'un avait prédit l'avenir. Une fluidité que personne n'avait vue depuis des mois. Dans la salle de surveillance, Céline, responsable des opérations pour la nuit, fut surprise par le comportement des graphiques. Céline était stricte, le genre de personne qui rangeait ses règles dans un tiroir, mais elle avait un flair infaillible pour détecter les anomalies. Elle descendit dans la zone technique pour comprendre ce qui se passait, croyant à une erreur système. Mais ce n'était pas une erreur. C'était quelque chose, ou quelqu'un, qui avait directement modifié le flux, avec une précision que les algorithmes de l'entreprise n'avaient pas pu atteindre. C'est alors qu'elle aperçut Fatou, penchée, silencieuse. Elle nettoyait le sol près de la zone technique, sa capuche encore à moitié couvrant son visage. Céline remarqua que la jeune fille était seule à l'endroit précis où la diversion efficace avait eu lieu. Et quelque chose dans sa posture lui parut inhabituel, comme si elle n'était pas seulement une femme de ménage, mais quelqu'un qui observait, analysait, attendant une réponse invisible. Au lieu d'accuser ou d'appeler la sécurité, Céline fit quelque chose d'inhabituel. Elle s'approcha et demanda d'un ton neutre si Fatou savait ce qui s'était passé. Fatou hésita. Elle songea à mentir, à faire semblant de ne pas comprendre. Mais pour la première fois depuis des années, elle décida de dire la vérité. Elle dit à voix basse, presque dans un murmure, qu'elle avait réorganisé les trains selon un modèle de priorisation logique qu'elle avait elle-même développé. Céline ne comprit pas tout de suite, mais l'étincelle dans les yeux de Fatou ne mentait pas. Ce n'était pas une supposition, c'était une connaissance. Céline resta silencieuse quelques secondes. De ce genre de silence qui pèse lourd sur l'air. Elle observait Fatou comme si elle fixait un code mystérieux attendant d'être déchiffré. Puis, contre toute attente, elle lui demanda de l'accompagner en salle de surveillance. Fatou hésita. Son regard scruta les caméras, le badge, le sceau. Tout lui parut soudain menaçant. Mais quelque chose dans la voix de Céline était différent. Il n'y avait aucun jugement, juste une curiosité sincère. Ensemble, elles montèrent l'escalier latéral menant à l'aile technique, à laquelle peu de gens avaient accès aux premières heures du matin. La salle de contrôle ressemblait à un vaisseau spatial de verre et de métal, rempli d'écrans, de graphiques en temps réel et de codes clignotants. Céline demanda à Fatou de lui montrer ce qu'elle avait fait, à l'aide d'un panneau de test désactivé. La suite laissa tous les techniciens sous le choc. Avec une simplicité presque enfantine, Fatou commença à expliquer son raisonnement. Elle utilisait des mots simples, mais chaque explication reposait sur la logique, le temps de trajet moyen, le volume de fret et les aléas du comportement. Elle parlait de fenêtres d'absorption et de ponts de synchronisation inverse, comme on parlerait de cuisson du riz. L'un des ingénieurs présents, Thomas, un quadragénaire qui adorait exhiber son diplôme de l'école polytechnique, croisa les bras et lui demanda d'où elle tenait cela. « Je me suis apprise toute seule, en observant, » répondit-elle. Un rire étouffé résonna dans la salle, mais Céline ne rit pas. Au contraire, elle demanda à chacun d'être attentif. Et pour la première fois dans l'histoire récente de la gare du Nord, quelqu'un sans diplôme, sans badge d'ingénieur, sans même titre de séjour permanent, enseignait aux spécialistes comment améliorer l'efficacité du système.
Et cela, à ce moment-là, était inacceptable pour certains, mais impossible à ignorer pour d'autres. Dans les jours qui suivirent, Fatou commença à être fréquemment convoquée pour des conversations techniques en dehors des heures de travail. Officiellement, elle était encore aide ménagère, mais en coulisses, elle commençait à être perçue comme une sorte de phénomène non déclaré. Céline avait porté l'affaire devant le responsable régional des opérations, un certain Arnaud Dubois, connu pour son sang-froid et sa méthode mathématique de prise de décision. Arnaud ne croyait pas à l'improvisation, et lorsqu'il entendit parler du nettoyeur qui prédisait le flux des trains, il crut à une blague. Mais après avoir vu le rapport généré par les simulations basées sur la méthode de Fatou qui réduisait les retards hebdomadaires moyens de 17%, il décida de la rencontrer en personne. La réunion eut lieu dans une pièce improvisée, entourée de balles de papier toilette et de matériel de nettoyage. Arnaud l'observa avec scepticisme, comme si elle était confrontée à une illusion d'optique. Fatou, assise sur une chaise pliante, vêtue de son manteau habituel et les mains moites sur les genoux, expliqua toute une fois de plus. Arnaud ne l'interrompit pas, mais prit des notes compulsivement. Lorsqu'il eut terminé, il dit simplement « Si c'est reproductible, on a quelque chose ». La semaine suivante, Fatou fut invitée, officieusement, à participer à un projet pilote de test logistique interne, avec des sessions organisées au petit matin, en dehors des heures de bureau. Mais tout le monde ne fut pas accepté. Son entrée dans les coulisses de l'ingénierie provoqua des réactions immédiates. Des commentaires malveillants commencèrent à circuler. Un technicien à la barbe grise affirma même qu'elle avait dû copier un algorithme de Google. Un autre, au déjeuner, insinua que quelqu'un de l'équipe devait aider la pauvre bête par pitié. Fatou fit semblant de ne pas entendre, mais le soir, en rentrant chez elle dans le métro vide, elle sentit le poids de ces mots peser sur sa poitrine comme si elle portait une pierre invisible dans son manteau. Pourtant, Fatou persévérait. À chaque séance, du soir, elle présentait des variantes du modèle qu'elle avait créé, l'ajustant au gré des observations sur le comportement réel des trains, testant les limites, suggérant de nouveaux itinéraires. Méticuleuse et insistante, elle était du genre à noter l'heure de fermeture des portes et le rythme des passagers lors des changements de quai. Plus impressionnant encore, bien qu'elle n'ait jamais étudié l'ingénierie, elle comprenait le système d'une manière que les ingénieurs eux-mêmes semblaient incapables de saisir. Ce n'était pas de la théorie, c'était de la sensibilité alliée à de la logique, une vision empirique dont personne ne savait d'où elle venait. Céline, désormais son fervent défenseur, disait que Fatou pensait comme un rail. Mais cela la dérangeait. Les ingénieurs seniors, issus des meilleures écoles, commencèrent à la saboter discrètement. Des dossiers disparaissaient, des données étaient dissimulées, des réunions étaient convoquées à la dernière minute sans la prévenir. Un soir, après une de ces réunions secrètes, Fatou fut appelé par Arnaud à la fin de sa journée de travail. Il semblait mal à l'aise. Il lui annonça, avec une certaine gêne, qu'ils avaient décidé de suspendre temporairement le projet pilote, pour des raisons internes. Elle savait ce que cela signifiait. Elle ne pleura pas devant lui. Elle hocha simplement la tête, le remercia de l'opportunité et retourna au vestiaire. Mais là, dans le couloir au carrelage usé, assise seule sur le banc en bois écaillé, elle s'effondra, de ces pleurs silencieux, qui coulent comme un torrent. Ce n'était pas seulement de la déception, c'était le sentiment d'être aspirée et rejetée, de nouveau, comme tant de fois auparavant. Mais à cet instant, une chose étrange se produisit. Elle sentit une force surgir en elle, comme si quelque chose ou quelqu'un lui disait « Ce n'est pas fini, ce n'est que le début ». Et c'est alors que Fatou décida qu'elle n'attendrait plus qu'on lui fasse de la place. Elle allait créer la sienne. Le lendemain, Fatou arriva à la gare du Nord en avance, avant même le premier train. Elle portait une enveloppe Kraft contenant des copies de plans dessinés à la main, des feuilles de calcul écrites sur du papier de cahier d'écolier
et une clé USB contenant une simulation réalisée avec un logiciel gratuit de modélisation ferroviaire téléchargé en cachette sur son téléphone portable. Elle se rendit au bureau de Céline, qui s'apprêtait à terminer son « me service » et demanda une minute. « Je ne veux pas revenir à la situation d'avant. Je peux prouver que ça fonctionne sans que personne n'ait à m'y autoriser. » Céline, surprise et visiblement émue, prit l'enveloppe. Elle promit de l'analyser et de la transmettre au directeur du service technique, mais sans rien promettre. Fatou repartit la poitrine lourde, mais aussi avec une étrange sensation de légèreté, comme si elle avait enfin remis quelque chose qui la pesait depuis longtemps. 2 jours. Plus tard, elle reçut un message inattendu. Un numéro inconnu accompagné d'un courriel de confirmation. Son dossier avait été transmis à la Direction générale des transports urbains et serait évalué par un comité d'innovation qui se réunirait la semaine suivante. Fatou ignorait ce que cela signifiait concrètement, mais elle savait que c'était plus important que tout ce qu'elle avait connu. Les jours suivants, elle reprit son travail habituel. Nettoyer les quais, laver les couloirs, sortir les poubelles. Mais quelque chose avait changé, son expression aussi. Certains collègues commencèrent à la traiter avec une révérence gênante, comme si elle avait cessé d'être l'une des nôtres pour devenir l'une d'entre eux. D'autres firent comme si elle n'était plus là, et les ingénieurs évitèrent son regard. Mais elle ne se tenait plus affalée. Elle marchait d'un pas droit, même avec les mêmes vêtements, le même badge et le même service. Elle savait qu'elle avait désormais un nom, et il est élu. La commission se réunit un jeudi gris dans un auditorium au mur froid du 18e arrondissement. Fatou arriva accompagnée de Céline, vêtue de son plus beau manteau dont la fermeture éclair était encore de travers, et les mains moites dans les poches. C'était la première fois qu'elle mettait les pieds dans un tel endroit. Elle s'assit sur l'une des chaises du fond, tandis qu'ingénieurs, réalisateurs et techniciens, cravates serrées et regards indifférents, se présentaient sur scène. À l'appel de son nom, un silence gêné s'installa. Madame Fatou Ndiaye, aide ménagère à la gare du Nord. Un murmure parcourut la salle. Elle s'approcha lentement, tenant la clé USB comme une clé sacrée. Elle présenta le projet d'une voix tremblante au début, puis d'une fermeté d'acier dans la seconde partie. Elle expliqua tout, des détails qu'aucun rapport précédent n'avait prédits, des schémas que les algorithmes n'avaient pas identifiés. Et pour la première fois dans l'histoire de cette commission, la salle se tut complètement, écoutant quelqu'un sans diplôme, mais avec une maîtrise parfaite. Lorsqu'elle eut terminé, elle entendit une salve d'applaudissements timides, de Céline bien sûr, puis un long silence sec. Le président du comité, un homme au visage anguleux et aux cheveux clairsemés, la remercia de sa contribution et lui demanda d'attendre les résultats par courriel. Ce fut tout. Pas d'applaudissements chaleureux ni d'accolades émouvantes. Mais lorsqu'elle retourna à sa place, un jeune ingénieur s'approcha d'elle et lui dit doucement « Tu sais que tu viens de briser un plafond dont personne ne voulait admettre l'existence, n'est-ce pas ?» Fatou sourit. Un petit sourire, mais chargé de sens. Ce soir-là, elle rentra chez elle, épuisée. Ses enfants dormaient. Elle s'assit au bord du lit, retira lentement ses chaussures et pleura de nouveau. Mais cette fois, c'était un cri différent. Le cri de quelqu'un qui comprend pour la première fois que le monde commence à l'écouter. 3 semaines passèrent. Aucune réponse, aucun courriel. La vie semblait avoir repris son cours normal, si tant est qu'elle l'ait jamais été. Fatou travaillait toujours aux mêmes horaires, arpentait les mêmes couloirs, poussait les mêmes chariots. Mais intérieurement, elle n'était plus la même. Non pas à cause de la possibilité d'être reconnue, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle s'était autorisée à y croire. Et cela change tout, c'est tôt. Un dimanche matin, alors que le silence de la gare semblait le plus profond, que Céline apparut, une enveloppe à la main. Elle était essoufflée, après avoir dévalé les escaliers. « Fatou, ils ont accepté. Le comité a approuvé le projet. Tu as été sélectionné pour rejoindre le nouveau centre expérimental d'optimisation ferroviaire. » Fatou resta immobile. Le monde semblait s'être arrêté. Sa tête bourdonnait, comme sous l'eau.
Elle hésitait entre rire, pleurer ou s'évanouir. Tu auras un contrat, un poste technique, une équipe, tu dirigeras la première cellule du projet. C'était difficile à croire. Pendant des jours, Fatou a cru à une erreur, une farce. Mais soudain, les papiers sont arrivés. Un nouveau badge avec un autre titre, une adresse e-mail professionnelle, un ordinateur, rien que pour elle. Et le plus symbolique, un numéro de téléphone fixe avec une extension. Elle faisait désormais partie du système, mais pas comme une pièce du puzzle, comme une erreur corrigée. En réunion, elle subissait encore des regards en coin, des questions biaisées, des micro-agressions qui tentaient de masquer le malaise des autres. Mais elle recevait aussi des questions sincères, des invitations à prendre un café, des regards admiratifs de jeunes stagiaires noirs qui se mettaient à rêver de nouvelles voies en la voyant assise là, parlant de la circulation avec assurance. Et cela, pour elle, était plus important que n'importe quelle promotion. C'était comme une fissure dans un mur de béton, un endroit où d'autres Fatou, invisibles depuis si longtemps, pouvaient passer. La victoire de Fatou ne fut cependant pas sans heurts. Un jour, lors d'une présentation publique des résultats partiels du projet, l'un des ingénieurs principaux, M. Lambert, célèbre pour ses longs discours et son costume beige mal repassé, l'interrompit au milieu d'une explication technique. Il lui demanda sarcastiquement si elle avait la moindre idée de la complexité des systèmes de circulation européens et suggéra que son analyse ressemblait à une belle tentative de simplification africaine. La salle se glaça. Personne ne réagit immédiatement. Fatou déglutit difficilement. Elle sentit cette vieille douleur lui monter à l'estomac comme une vague d'acide. Mais au lieu de se taire, elle prit une profonde inspiration et répondit fermement. « Monsieur Lambert, mon système ne simplifie pas. Il observe, il respecte le temps et surtout, il fonctionne. » Le silence se fit. Certains sourirent, d'autres baissèrent les yeux. Mais elle savait qu'à cet instant, elle avait accompli quelque chose qu'aucun tableur ne pouvait mesurer. Ce soir-là, elle rentra chez elle à pied, malgré le froid qui lui mordait le visage. Elle voulait sentir chaque pas, chaque respiration, comme si elle gravait la victoire sur son propre corps. Elle traversa le pont de la Chapelle où elle vit les trains se croiser comme les veines vivantes de la ville. Et elle pensa à sa mère, à Dakar, qui disait que Dieu garde toujours une fenêtre ouverte, même dans les maisons sans porte. Et maintenant, elle comprenait. Son cheminement n'était pas une question de chiffres ni de position. Il était une question de visibilité, de foi, de prouver que l'invisible, le méprisé, celui qu'on met sous le tapis, pense aussi, ressent aussi, se transforme aussi. Et ce jour-là, tout avait changé. Non pas parce qu'on lui avait donné quoi que ce soit, mais parce qu'elle avait eu le courage de se lever, même lorsque le monde insistait pour la maintenir à genoux. Aujourd'hui, Fatou continue de travailler à la gare du Nord, mais sans gants en caoutchouc ni seau. Elle coordonne une équipe technique qui surveille et optimise le trafic ferroviaire en temps réel grâce à une partie du système qu'elle a elle-même développé à cette aube oubliée. Le nom du projet, Fenêtre de nuit. Un hommage discret à la fenêtre que la foi a ouverte lorsque toutes les portes étaient fermées. Elle a reçu des prix, des mentions honorables et a même été invitée à intervenir lors d'une conférence sur l'innovation ferroviaire à Lyon. Mais ce qui rend Fatou le plus fier, c'est de voir, de temps en temps, une jeune femme noire marcher dans le couloir, badge sur la poitrine, la regarder avec cette lueur dans les yeux de quelqu'un qui voit que c'est possible, de quelqu'un qui comprend qu'il y a une voie à suivre, là où auparavant il n'y avait que le silence. Elle n'a jamais vraiment compris pourquoi tout s'est passé ce jour-là, mais elle croit au plus profond d'elle-même que c'est Dieu qui a choisi cet instant pour lui montrer que l'invisible peut être lumière, que le sol qu'elle frottait avec une brosse est peu à peu devenu celui-là même où elle a tenu bon pour transformer des vies. Et si vous pensez qu'il est trop tard ou que vous ne serez jamais vu, souvenez-vous de Fatou. Souvenez-vous de cette saison froide, d'une femme qui n'avait rien, si ce n'est du courage, de la foi et un esprit que personne ne voulait regarder, jusqu'au jour où quelqu'un a vu et tout a changé.
Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.